Je sais pas si vous avez remarqué l'arrivée des voitures chinoises. Alors là, on dirait l'intro d'un podcast de 2010, c'est vrai. Mais pour le coup, je sais pas si vous avez remarqué l'arrivée des voitures chinoises. On parle pas beaucoup de voitures récentes sur cette chaîne, déjà parce que je teste pas beaucoup de voitures électriques, et surtout, c'est qu'il y a tellement de caisses cool qui sont déjà sorties que normalement, on a un peu de marge. Mais il y a un truc qui est en train d'arriver seulement depuis quelques années, c'est les voitures chinoises. Et même si on n'en parle pas tant que ça, je trouve assez important de faire une vidéo dédiée là-dessus, parce qu'on est quand même à l'aube d'une révolution du marché français. Et je sais qu'on s'adresse à une partie d'entre vous qui suivent rien à l'automobile. Vous en avez strictement rien à faire. Et d'ailleurs, ça me fait super plaisir. Je suis ravi de voir qu'on intéresse des gens à la bagnole qui de base en avaient strictement rien à péter. Alors du coup, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, les deux nouveautés du moment, c'est les voitures électriques et les voitures chinoises. Et ça tombe bien puisque les voitures chinoises sont des voitures électriques. Et c'est pour ça que cette vidéo existe, parce qu'il faut qu'on en parle. Beaucoup de véhicules électrifiés à des tarifs extrêmement compétitifs. Cette usine peut fabriquer une voiture par minute. Et pour commencer cet épisode, on va revenir aux bases. Quand est-ce qu'a commencé la production automobile chinoise? Et bah dans les faits, ça a commencé avant-hier. C'est pas une blague, c'est vraiment super récent. Avant-hier, j'exagère un peu puisque la première production réellement chinoise date de 1953. D'un côté, on pourrait se dire que 53, ça commence à dater un peu, et de l'autre, je vous rappelle que les premières productions françaises datent d'avant 1900. 1953, c'est seulement un an avant la Mercedes 300 SL, qui, je le rappelle, est la première voiture à injection et accessoirement une voiture qui est encore aujourd'hui très à la page. On va faire un poil d'histoire, mais je rappelle que dans les années 40 et 50, la Chine n'est pas du tout le pays qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, c'était un pays qui était très rural, immense et avec des guerres civiles en interne qui rendaient tout ça très instable. Et par-dessus tout ça, la Chine était surtout ultra méga pote avec l'URSS. URSS qui déjà à l'époque avait une production automobile immense. Donc quand la Chine à l'époque avait besoin de bagnoles ou de camions, ils allaient juste demander à leurs voisins. Et cette amitié très forte avec l'URSS explique pourquoi en 53 la Chine ne produit rien. Parce qu'ils ont pas besoin. Tout simplement. J'en profite pour placer d'emblée une petite anecdote comme ça dès le début de l'épisode, mais la première fabrication automobile chinoise est en réalité un camion. Alors je vous présente le Jifang CA10 qui est en réalité une copie conforme d'un véhicule soviétique. Mais hasard de dingue! Oui, effectivement, ils se sont lancés assez tard et quand ils se sont lancés, ils copiaient juste les modèles des voisins. Ça va revenir très régulièrement, on y arrive. Je trouve un peu cocasse que les Chinois ont commencé leur industrie en copiant les véhicules soviétiques, qui eux-mêmes copiaient les véhicules européens. CF, une bonne partie de la gamme Lada. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, les Chinois avaient en réalité deux motivations pour lancer une industrie automobile. Déjà bien sûr répondre à leurs besoins puisque ça coûte toujours moins cher de fabriquer leur voiture que de l'acheter aux Russes, mais aussi parce qu'ils voyaient à travers l'automobile une opportunité. Prenons un peu de recul, mais si l'Allemagne rayonne autant aujourd'hui dans le monde, c'est en partie grâce à leur fabrication de bagnoles. Si le Japon rayonne autant dans le monde, c'est en partie grâce à leur fabrication de bagnoles. Et tu peux prendre cet exemple et le décliner partout dans le monde. Les Américains par exemple ont fait une énorme réputation avec leurs bagnoles. Si Harley Davidson n'avait pas existé, peut-être qu'on n'aurait jamais eu notre Johnny Hallyday. Si la Toyota Supra n'avait pas existé, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Fast and Furious. Parce qu'à la base, l'automobile, c'est un produit de consommation, mais c'est aussi un produit culturel. Parfois, certaines marques, certains modèles arrivent tellement à rayonner dans le monde qu'ils finissent par emmener avec eux l'image de leur pays. Si tu veux être présent sur l'échiquier mondial, t'es obligé d'avoir une production de bagnole qui se démarque. Et ça, la Chine, elle le veut. Et c'est comme ça qu'en parallèle des fabrications pour le peuple avec les camions et des voitures pas chères, l'État chinois va commencer à subventionner des marques automobiles pour rayonner. J'ai été un peu obligé de le placer par ici, mais j'aimerais attirer votre attention sur la marque Hongqi. Normalement, vous en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est même pas vendu. Mais je veux dire, c'est même pas vendu aux gens normaux. Hongqi ou drapeau rouge en chinois. Le président ne se déplace qu'en Hongqi. Personnellement, la Hongqi CA72, je trouve ça exceptionnel, même si c'est pas forcément super facile à garer, c'est vrai. L'idée, c'est de proposer au chef d'État chinois une voiture que seul lui peut s'acheter. Tu vois, le statut social. Lorsque la voiture arrive dans la rue, tu te chies dessus. C'est les Russes qui ont inventé cette technique et les Chinois ont trouvé ça super. L'idée, c'est de fabriquer une marque de voiture ultra luxueuse et ultra chère qui ne vend ses voitures qu'aux gens du parti. T'es obligé d'avoir du pouvoir si tu veux avoir cette voiture. Comme ça, moi, c'est très statutaire, tu vois. C'est drôle parce que le président chinois, encore aujourd'hui en 2025, se trimballe toujours en Hongqi, fabriqué juste pour lui. Et c'est toujours une copie de voiture européenne. Mais sujet suivant, s'il vous plaît. Dans les années 60 et 70, la Chine est un pays qui reste plutôt fermé et qui a beaucoup de mal à développer son industrie. Et la question c'est, comment tu fais? Comment tu fais pour avoir une industrie automobile qui déboîte quand tu sais pas faire? Ben tu copies. Dit comme ça peut paraître super nul, mais pourtant, c'est une super idée. Quand tu sais pas faire une caisse, c'est super simple.
T'achètes une voiture qui se fabrique quelque part dans le monde, tu la démontes, tu regardes comment c'est fabriqué là-dessous, et tu réassembles le tout avec une marque chinoise, et hop, industrie automobile chinoise. Et pour le coup, je te dis vraiment pas de façon condescendante, puisqu'à l'époque, les constructeurs chinois n'avaient pas le choix. Dès la fin des années 50, l'État communiste chinois a mis en place un plan de relance industrielle, un peu comme avaient fait les Russes quelques années avant. Et c'est l'État chinois qui imposait à certaines marques locales de fabriquer des voitures. Ça peut paraître un peu fou dit comme ça, mais beaucoup de marques automobiles chinoises à l'époque avaient des quotas de fabrication. On leur imposait de fabriquer un certain nombre de bagnoles, et s'ils y arrivaient pas, c'était globalement la mort. Alors t'inquiète pas qu'ils ont trouvé le moyen de fabriquer des voitures, hein. Ah bah, quand on te pousse au cul comme ça, en général tu trouves des solutions. Quota qui est d'autant plus emmerdant quand en l'occurrence tu ne sais pas fabriquer une voiture. Je vous rappelle qu'à la fin des années 50, personne sait comment on fait une voiture en Chine. C'est comme si quelqu'un rentrait dans la pièce avec un pistolet, me braquait et me disait bah soit tu fabriques une voiture pour la semaine prochaine, soit t'es mort. Peugeot achat. Et cette culture de la copie, d'abord imposée et inévitable, va devenir une marque de fabrique. Au niveau local, ça donne une image super prestigieuse aux constructeurs, c'est facile à faire et de toute façon, ça peut pas faire autrement. Et encore une fois, c'est dit sans aucun jugement et aucune condescendance, c'est juste logique. Et cette tradition de la copie va durer jusqu'aux années 2000. Et c'est justement à partir de cette époque qu'en Europe, on va commencer à entendre parler de ces productions chinoises. Pas en bien. Mais vraiment pas en bien. Asseyez-vous bien sur vos chaises parce que depuis le début, je vous parle de copie et d'inspiration d'autres constructeurs, mais je crois que vous avez pas compris, hein. Il y a une partie d'entre vous qui voit très bien de quoi on va parler, et il y a ceux qui n'ont pas encore vu le Landwind X7. Si vous pensiez avoir vu un Range Rover Evoque, rassurez-vous, c'est le concept, justement. Tu sais, la phrase, c'est le truc que tu vois avant les séries américaines, toute ressemblance est fortuite, tout ça, tout ça. C'est pas fortuit, là, non, non, t'inquiète pas, c'est fait exprès. Au demeurant, je pense pas qu'on puisse dire que c'est moche, mais ça reste quand même un Range Rover Evoque, hein. Là, il y a peut-être un moment, faut commencer à aller se faire foutre, quoi. Je vous parle en premier de cette voiture parce que c'est l'une des plus connues et l'une qui a le plus tilté Land Rover, on y arrive juste après, mais rassurez-vous, il y a pire. Est-ce qu'on parlerait pas du BAIC BJ80, qui est certainement une copie du Peugeot 3008? Parce que ça arrive des fois qu'il y a des constructeurs qui se copient un peu ou qui s'inspirent, genre Ford et Aston Martin pendant un long moment où c'était presque copier-coller, d'accord. Mais là, le BJ80, attends, il y a pire, hein, parce que le BJ80, il a son petit frère, le BJ40. Si vous voyez une ressemblance avec un Jeep Wrangler, oui, je fais même plus de blagues, oui. Autant l'avant, ils ont fait un mini effort, histoire de dire, mais alors l'arrière, oh là là, non mais à ce niveau-là, achète un brevet Jeep, hein. Oui, mais Sylvain, t'abuses un peu, tu peux pas dire que le BJ80 c'est une copie du Classe G, y a pas de preuve, ouais, pas de problème. BJ80 6x6, toute ressemblance avec le Classe G 6x6 est sûrement fortuite, en tout cas c'est, je pense, ce qu'ont dit les avocats pour se dédouaner, hein, parce que là y a plus que ça à dire, à un moment. Non, c'est fortuit, on n'a pas fait exprès, oh putain, la boulette. Déjà le fait qu'ils aient copié le Classe G 6x6 me flingue un peu, mais le fait qu'il y ait un 2 litres 3 turbo de 250 chevaux à l'intérieur, personnellement m'assassine. T'inquiète, y a pire. Je vous présente la Yamaha B11 qui est littéralement une BMW i3 en 144p. Le bandeau bleu à l'avant fait un peu mal au cœur, mais alors l'arrière, à un moment, ils ont même plus essayé. C'est la même en moins bien. Et si vous trouvez que c'est abusé, attendez, c'est pas le pire. Je vous présente toujours chez Yamaha la F16. Et non, je vous confirme, c'est pas une Audi A4. Non, c'est une Yamaha F16. Si, regarde bien à l'arrière, la forme du coffre, c'est pas tout à fait la même. Et puis les jantes en 15 aussi, ça te met sur la piste. J'aime beaucoup le concept où ils ont copié une voiture qui était déjà copiée, en l'occurrence chez Seat avec l'Exeo. Ouais, on en parlera un jour de ça aussi. Donc t'as la copie officielle et la copie non officielle. En tant que grand amateur et grand propriétaire de Citroën C1, l'habit des fins, mon rêve, hein. Alors là, j'en rêve toutes les nuits. Je pensais pas qu'ils iraient à copier jusque-là, tu vois. Franchement, ça sera un super projet. Avoir une copie chinoise de la Citroën C1. Je suis inconsolable depuis que je sais qu'il y a une copie chinoise de Citroën C1. Bah déjà que je l'étais depuis que je sais qu'il y a une copie chinoise du Multipla. Oui, c'est pas une blague. Il y a aussi une copie chinoise du Multipla. Mais qui celle-ci est faite sous licence, c'est-à-dire que c'est légal, c'est Fiat qui a vendu les plans. Donc là c'est ok. Attendez, avant de vous relever de votre chaise, asseyez-vous, parce qu'il y a un moment où ils en avaient vraiment plus rien à foutre. Je vous présente la KDC Regola. Personnellement, elle me régale. Moi, l'un de mes petits favoris, c'est le Zotti SR7. C'est pas compliqué, ils ont tout copié. Le cul, c'est un Audi Q3, l'avant, c'est un Volkswagen T-Roc ou une Golf Sport Van, j'en sais rien, mais dans le doute, c'est copié quand même. Et là, tu pourrais dire que ça va aller, on a copié les Classe G, les Audi, les McLaren. Non, ils ont même copié le Renault Twizy. Non, c'est pas une blague, ça s'appelle le Rethel E28 et c'est vraiment une copie du Renault Twizy, avec 3 places. Et là, tu te dis quand même, c'est un peu abusé, ils copient les looks, ils copient les lettrages, je veux dire, ok, ils ont besoin de copier, mais ils vont quand même pas aller jusqu'à copier le nom. Alors, je vous présente la CEMEC City Smart, c'est vraiment une copie conforme de la Smart, jusqu'au nom. Je suis pas sûr, j'ai pas de preuves, c'est vraiment une théorie personnelle, mais je pense qu'il y a un moment, ils en avaient vraiment plus rien à foutre. Pourquoi faire semblant? Je veux dire, tu copies déjà le Twizy, t'as bien un autre nom, mais va jusqu'au bout de la démarche. C'est un peu cavalier comme approche, c'est vrai, mais pour le coup,
Parce que là, on rigole, mais s'il devait en rester une seule, ma préférée, celle où je serais vraiment prêt à mettre de l'argent pour en acheter une, la Geely GE. Déjà, la Toyota Century, qu'on avait essayé sur la chaîne, qui s'inspire fortement de ce que faisaient les Européens. Pourquoi pas, j'adore, je suis client, ça c'est pas le problème. Mais alors, la Geely GE, regarde-moi, c'est de folie. Vous commencez à comprendre que la Chine a fait une spécialité de la copie de voiture. Mais, même si ça a marché pendant un temps, et même si de toute façon ils avaient pas le choix, ça trouve quand même ses limites. Évidemment, le premier point qui va bloquer, c'est à l'international. Je veux dire, copier ce que fait le monde entier en bagnole, c'est une chose. Leur revendre la copie de leur caisse, un peu plus technique quand même. C'est comme si tu mangeais un truc, tu le vomis et t'essayais de le revendre. Et à un moment, enfin, oh, sur OnlyFans, ça se vendrait peut-être. Oh là non. Hop, je retire ce que j'ai dit. Et surtout, ça commence à poser problème, même au niveau local. Autant pendant un temps, ça dérangeait pas forcément la clientèle chinoise, puisque de toute façon, ils avaient pas le choix. Et autant quand t'as pas le choix, le fait que ce soit des copies, c'est pas très grave. Dans les années 2000, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Parce qu'à cette époque, on voit apparaître une grosse clientèle fortunée. On commence à avoir des clients avec de l'argent qui cherchent des voitures statutaires et de qualité. Et dans les années 2000, cette tradition de faire des copies ne va plus marcher. Parce que la clientèle riche qui a l'argent d'acheter une voiture européenne, qui a l'argent d'acheter une Rolls-Royce, va acheter une Rolls-Royce, pas la copie de la Rolls-Royce. La clientèle aisée chinoise qui a l'argent d'acheter un Audi Q3 ne va pas acheter une Zotti SR7. Non, ils vont acheter un Audi Q3. Les constructeurs s'étaient habitués à faire des copies, mais la clientèle aussi. Et le concept dans les années 2000 de pouvoir acheter autre chose, c'est nouveau. Et c'est pour ça que je dois vous présenter le concept de la co-entreprise chinoise. C'est au début des années 2000 que la Chine se rend compte de l'opportunité que représente leur marché. Ils sont très nombreux, peu équipés en voitures et surtout, ils ont du pouvoir d'achat. La demande de bagnoles en Chine commence à devenir énorme, mais les Chinois ne veulent pas forcément rouler en voiture chinoise. Ils veulent rouler dans des voitures étrangères, américaines, européennes, japonaises, mais les taxes d'importation sont tellement élevées que c'est pas possible. C'est à cette époque que l'État chinois, jusque-là très conservateur, va proposer aux constructeurs étrangers de s'implanter en Chine. Et la loi, elle est toute simple puisqu'elle impose à chaque constructeur qui veut fabriquer ses voitures en Chine de s'associer avec un constructeur chinois. Par exemple, notre Peugeot National est présent en Chine en partenariat avec Dongfeng, qui est une marque de voitures chinoises locales. Et cette idée de l'État chinois, c'est du génie. Chaque euro investi dans le développement et la fabrication des voitures là-bas va devenir en partie chinois. Et c'est comme ça que tous les investissements, aussi bien en production qu'en recherche, restent 100% chinois. Tous les constructeurs du monde viennent payer chez toi leur présence. T'imagines, c'est le concept du club VIP poussé à l'extrême. Oui, non mais Sylvain, d'accord, sur le papier c'est super, tout ça, mais personne ne va faire ça. Qui a intérêt à faire ça ? Tout le monde. Et si tous les constructeurs au monde acceptent cette contrainte, c'est parce que dans les faits, le marché chinois est le premier marché au monde. Et du coup, la question devient un peu différente. Est-ce que tu préfères une part de gâteau qui est pas 100% à toi et peut-être qu'on va te voler ta recette, ou pas de gâteau du tout? Le truc avec le marché chinois, c'est qu'il est tellement énorme et le pouvoir d'achat commence à être tellement élevé qu'aujourd'hui, si tu es un constructeur mondial non présent en Chine, t'es mort. Et si j'ai pris l'exemple de Peugeot, c'est pas hasard, c'est peut-être parce que c'est mon anecdote préférée de cet épisode. Ça fait déjà quelques années que la numérotation des Peugeot se termine toujours par 8. 108, 208, 308, 408, 508, 9X8, toutes les Peugeot aujourd'hui se terminent par 8. Et pour le coup, c'est assez récent puisque je vous rappelle qu'à l'époque, la numérotation Peugeot avançait de chiffre en chiffre, comme les 204, 205, 206, 207, 208. La numérotation Peugeot, elle avançait de chiffre en chiffre et à un moment, elle a bloqué à 8. Et bah c'est à cause de la Chine. C'est pas compliqué, c'est ma meilleure anecdote. Et c'est peut-être ma meilleure anecdote de plusieurs épisodes, alors accrochez-vous bien, je vais vous expliquer. Oui, parce qu'il y a aussi une anecdote dans l'anecdote. Anecdote man, bonjour, mais la Porsche 911 devait s'appeler Porsche 901. Parce que Peugeot s'était opposé au fait qu'elle s'appelle 901. Déjà parce que c'était leur appellation, et puis Monsieur Peugeot et Monsieur Porsche, ils étaient pas en super bon terme après la Seconde Guerre mondiale, une histoire de... Bien sûr qu'on pourrait utiliser le 9 pour appeler leur remplaçante, sauf que je vous rappelle qu'il existe déjà la Peugeot 309. Peugeot a été forcé de récupérer un modèle qui aurait dû être vendu sous le nom Talbot, mais à l'époque, Talbot, ça venait de faire faillite. Sauf que cette voiture, qui était sur la base de la 205, ne pouvait pas s'appeler 205, pour la raison évidente qu'il existe déjà la 205. Alors on aurait pu l'appeler 305, sauf que c'est pas de bol parce que la 305 existe déjà. On peut pas non plus l'appeler 405 puisque la 405 existe déjà. Et on peut ni l'appeler 206 ou 306 puisque les deux voitures sont déjà en cours de développement.
développement. Et c'est comme ça que par dépit à l'époque, Peugeot va nommer cette voiture entre la 205 et la 305, la 309. L'idée c'était d'illustrer que la voiture était dans la gamme, mais de remettre le problème à plus tard. Tu sais, ils ont vraiment pris le problème, ils l'ont mis sous un tapis et ils diront bon bah on verra, dans 20 ans on verra. Et puis 30 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas la réponse. On arrive à la fin de la numérotation des 8 et Peugeot a un vrai problème. Peugeot à l'époque voulait vraiment pas utiliser la numérotation en 9, déjà parce qu'il voulait faire aucune référence à la 309, c'est-à-dire il voulait la laisser loin là-bas là. Et aussi parce que c'est juste remettre le problème un peu plus tard. Je veux dire, ok, c'est cool, tu vas avoir une génération de voitures numérotées en 9, cool. Comment tu fais après? Tu l'appelles comment? La 310 comme chez Alpine? Super, bravo, bah oui, t'as trouvé une solution, mais dans 2 ans on est dans la merde, bah ouais. Et la réponse à ce problème insoluble va venir de la Chine. Parce qu'à l'époque déjà, Peugeot était fortement implanté avec son partenaire Dongfeng en Chine. Hasard de fou, et vous allez pas me croire, mais en Chine, le numéro 8 et le chiffre porte-bonheur. Mais hasard de dingue! Aux USA par exemple, c'est plutôt le 7 qu'on voit très régulièrement sur les machines à sous, mais en Chine, le numéro porte-bonheur, c'est le 8. Et là, pour Peugeot, c'est une aubaine. Ils étaient coincés avec ce numéro 8 et ils se rendent compte qu'au final, ça va devenir leur solution. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était mon anecdote favorite, puisqu'aujourd'hui, si toutes les Peugeot sont bloquées sur le numéro 8, c'est à cause de la Peugeot 309, c'est vrai, mais aussi et surtout à cause de la Chine. J'adore le concept où il y a un grand nombre parmi vous qui en ont rien à foutre de la bagnole et qui aujourd'hui, à chaque fois qu'ils vont croiser une Peugeot, vont comprendre que si elle s'appelle en 8, c'est à cause de la Chine. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, le marché chinois est le premier marché pour Peugeot. Et c'est tellement devenu son premier marché qu'ils ont en Chine des modèles qu'on n'a même pas chez nous. Laissez-moi vous présenter l'incroyable Peugeot 508 L. L pour longue. Littéralement, parce qu'anecdote dans l'anecdote dans l'anecdote, mais le fait d'avoir des modèles spécifiques selon les marchés, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Volkswagen au Brésil, par exemple, a eu un grand historique de modèles spécifiques qu'on n'a jamais eu par chez nous. Je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, mais en Argentine, ils ont une Renault Sandero RS. Oui, c'est une Dacia Sandero avec le badge Renault en RS, avec 150 chevaux. On en parlera un jour. Je suis en train d'y penser en le disant, mais il faudrait que vous me disiez si ça vous intéresserait un sujet sur les voitures qu'on n'a pas chez nous, et notamment les voitures un peu bizarres. Je pense notamment aux productions australiennes qui sont bizarres, vraiment. Et si je divague un peu et que je vous précise ça, c'est pas pour rien, c'est parce que les Chinois ont leur petite gourmandise. Qui c'est qui a la plus longue? Qui c'est qui a la plus longue? C'est pas une blague, ils adorent les voitures longues. C'est quelque chose qui existe déjà chez nous, notamment sur les grandes limousines qu'on voit régulièrement en version L. Et les constructeurs font ça pour donner au deuxième rang, aux passagers, plus d'espace aux jambes. Et ça, les Chinois adorent. Et ce gimmick des voitures rallongées en Chine, on le retrouve partout. La Mercedes classe C, par exemple, en Chine, a sa version rallongée. La BMW série 3 en Chine a sa version rallongée. Et si les constructeurs s'adaptent au marché local en proposant des produits spécifiques, encore une fois, c'est pour une bonne raison, c'est que le marché, il est immense. Je trouve important dans cet épisode de vous faire un petit point chiffre sur le marché chinois actuel, parce que je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est immense. Prenons par exemple la marque BYD, ou en français, BYD. Ils n'ont pas tout prévu non plus. En 2024, la marque BYD a vendu 4,27 millions de voitures. Et je vais vous donner une comparaison qui va tout de suite vous faire redescendre sur Terre, mais la marque Dacia en 2024, c'est 676 000 voitures. BYD 4,27 millions, Dacia 676 000. Tu comprends le truc ou pas? Mercedes en 2024, c'est 2,3 millions. Mercedes qui a presque inventé la bagnole, qui est là depuis 130 ans, qui doit avoir 80 modèles différents à la gamme et qui a même des camions, c'est 2,3 millions. BYD, c'est 4,27 millions. Si on prend par exemple la marque MG, qui à la base est effectivement une marque anglaise, rachetée il y a quelques années par les Chinois, c'est en 2024 4 millions de ventes. 4 millions de ventes en 2024, c'est plus que Peugeot, et c'est plus que Renault, cumulé. MG, qui d'ailleurs est l'une des marques chinoises les plus implantées en France, puisqu'ils viennent tout juste de dépasser les 100 000 exemplaires vendus sur notre sol. Et vous en avez peut-être déjà vu en vous disant, bah c'est rien, c'est marginal. C'est pas marginal, pas du tout, c'est énorme. Et cette réussite exceptionnelle, ces chiffres de vente de fou, ça sort pas de nulle part. Au tout début de l'épisode, je vous ai dit qu'il y avait deux révolutions sur le marché, les voitures chinoises et les voitures électriques. Et ça tombe bien, c'est les mêmes, en fait. Si aujourd'hui les voitures chinoises sont devenues incontournables sur le marché, c'est notamment grâce à la voiture électrique. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est le plus grand fabricant de batteries au monde. Aujourd'hui, la Chine a acquis une telle expérience dans la gestion des batteries que ça en fait le marché numéro 1 de la voiture électrique. Et par extension, le premier marché tout court. Et c'est d'autant plus vrai et c'est tout récent puisque la Chine a été au premier semestre
être 2025 le premier pays de l'histoire où la part des voitures électriques a dépassé la part des voitures thermiques. C'est pas compliqué, c'est la seule fois dans l'histoire où c'est arrivé. Et ça va continuer. Autant il y a une grosse dizaine d'années, la Chine n'était capable de produire que des copies bas de gamme de modèles vendus en Europe. Mais aujourd'hui, cette idée-là, vous pouvez vraiment l'acheter. Si on prend par exemple la technologie embarquée, et notamment les écrans, beaucoup de voitures chinoises aujourd'hui font mieux que les voitures étrangères. Alors c'est pas compliqué, c'est juste mieux. T'as certaines voitures chinoises aujourd'hui qui embarquent des PC qui sont plus puissants que ceux que vous avez à la maison. Beaucoup de voitures chinoises aujourd'hui sont capables de proposer des niveaux de confort, de sécurité, de performance supérieurs aux voitures étrangères. Oui, peut-être qu'ils ont des grands écrans super. Moi, les grands écrans, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ils font des voitures qui montent les escaliers. Quoi? Ça s'appelle la Yangwang U7 et ils ont fabriqué une voiture qui monte les escaliers. C'est de série, tu peux monter les escaliers. Après, je suis d'accord avec vous, c'est certes très impressionnant, c'est super, d'accord, la voiture elle monte les escaliers. C'est pas forcément la fonction la plus utile que je demandais à une voiture. Je veux dire, même si ma voiture était capable de le faire, je pense pas que je le ferais tous les jours. Par contre, il faut aussi une voiture qui va dans la mer. C'est aussi de la marque Yangwang, ça s'appelle le U8 et c'est un 4x4 gigantissime, incroyablement luxueux, qui fait 1200 chevaux et qui est capable d'aller dans la mer. Oui, c'est peut-être très impressionnant, mais la Citroën C3 Pluriel le faisait déjà bien avant le U8. Désolé. Je sais très bien, j'ai les images, j'ai déjà fait. Par contre, la Citroën C3 Pluriel n'est pas capable de sauter, genre de faire un bond de 6 mètres. Contrairement à la Yangwang U9, et décidément, ils sont vraiment très forts chez Yangwang, ils ont sorti une sportive qui s'appelle la U9 et qui est capable de sauter sur 6 mètres. 3 cm de haut, 6 mètres de long. Et ils ont fait un clip promotionnel d'ailleurs où elle passe par-dessus un nid de poule, même si personnellement, encore une fois, à mon sens, pas besoin, puisqu'il suffit de passer très vite sur le trou pour pas le sentir, donc pour l'instant, aucun intérêt. Descendre des escaliers, la Dacia Logan sait le faire. Aller dans la mer, la C3 Pluriel sait le faire. Passer un nid de poule, toutes les caisses peuvent le faire tant que tu roules assez vite. Pour l'instant, je ne vois aucune différence entre les productions françaises Sylvain Live et les voitures chinoises. Aucun intérêt en fait. On fait tout mieux. Même le record de vitesse, on va le faire. Ils ont fait 1,2 million de vues sur leur record de vitesse, mais leur dernière vidéo sortie il y a 3 heures, c'est 73 vues. Le manque de buzz, mais la carence de buzz. Alors là, même en buzz, on les a battus. C'est tout frais, ça vient de sortir, mais le groupe BYD, encore une fois avec sa marque Yangwang, vient de battre le record de vitesse des voitures électriques en atteignant 496 km/h. Laissez-moi juste encore quelques mois, on en reparle. Tu vas voir, quand il y a une Xantia qui va passer devant la Yangwang U9, qui bloque à 4,96 le gros nulos, alors que nous on va passer à 500 bons km/h, tu vas voir comment ça va faire. Je vous mets quelques images du record de la Yangwang U9 déjà pour regarder le compteur de vitesse et c'est un peu une dinguerie comment ça monte vite. Mais surtout, si je vous passe la vidéo, c'est pour vous montrer quand il arrive vers 470, 480, où la voiture commence vraiment à faire des trucs de fou. Personnellement, j'aurais été le pilote, je me serais chié dessus. Mais genre, t'as ta voiture à 470 km/h qui commence à faire des zigzags comme ça, le pantalon, il est irrécupérable. Ça avance le projet 500 d'ailleurs, c'est juste que c'est atrocement long, exactement comme je l'ai dit depuis le début du projet, quoi. Donc, si on arrive à flinguer une hypercar chinoise de 3000 chevaux avec une Xantia, les lobbies de l'automobile chinoise vont en vouloir à ma peau. Il y a quand même un truc que je leur concède, c'est qu'au passage, en battant le record de vitesse et 4,96, ils ont battu le record au NURB avec 6 minutes 59. Alors là, par contre, celui-là, pour aller attraper courage. Pour nuancer un peu quand même le propos, on parle de voitures, c'est vrai, qui sont exceptionnelles. Par exemple, la U9 dont on parlait à l'instant, l'année dernière a enregistré 100 ventes. Ça va vite, mais c'est pas un grand succès, quoi. Et tout ça pour dire qu'on en arrive à la question que vous posez depuis le début de l'épisode. La question étant, est-ce que les voitures chinoises vont dominer le marché un jour? Et même si c'est difficile à dire et que je vais vous donner une opinion personnelle, mais à mon sens, je pense que c'est probable. Faut quand même se projeter sur le fait que l'industrie automobile chinoise est super récente. Il y a seulement 5 ans, on avait 0 voiture chinoise sur notre marché, et aujourd'hui c'est devenu déjà des acteurs crédibles. Et le pire, c'est que c'est des voitures qui font parfois tout mieux, moins cher. Et si tu rajoutes à ça que le marché chinois est encore en progression alors que le reste du monde est en régression, franchement ça fait poser des questions. Je vous donne quelques chiffres, mais Porsche en 2023 a vendu à peu près 80 000 voitures en Chine, lorsqu'ils en vendaient 75 000 aux États-Unis. Les États-Unis, qui ont pourtant été pendant longtemps le plus gros marché de Porsche, aujourd'hui sont dépassés par le marché chinois. En 2023 toujours, BMW a vendu aux États-Unis 362 000 voitures, alors qu'ils ont vendu en Chine 824 000 voitures. Et le truc à retenir dans tout cet épisode, c'est que même si c'est très récent, aujourd'hui la production automobile chinoise compte. Et même si jusqu'ici les productions chinoises en France étaient marginales, anecdotiques, c'était seulement quelques voitures vendues, aujourd'hui ça fait vraiment partie du spectre. Mais la deuxième question qu'on a après, et ce sera l'épilogue de cet épisode, les voitures chinoises ont réussi à s'implanter, d'accord, mais est-ce qu'elles vont remplacer les autres? Et sincèrement, je pense pas. Autant aujourd'hui les voitures
voitures chinoises arrivent à proposer un rapport qualité-prix qui est imbattable. Mais au fur et à mesure des années, quand les voitures chinoises vont devenir vraiment qualitatives, quand le salaire moyen en Chine et le pouvoir d'achat global va augmenter, les voitures vont juste devenir aussi chères que chez nous. Et même s'ils sont capables de faire des voitures qui montent les escaliers ou qui traversent les océans, dans les faits, ils ont tellement à rattraper. Qu'un BYD aujourd'hui arrive à battre Mercedes sur le nombre de ventes, j'entends, il n'y a pas de problème. Mais de là à ce qui remplace dans l'esprit des gens un Mercedes qui est là depuis 2 fois plus longtemps qu'eux, ça va être plus dur. Parce que le truc avec la voiture, c'est que c'est pas seulement un produit utile. Comme je vous le disais au début d'épisode, la voiture, c'est un produit culturel. Quand tu achètes une Mercedes, bien sûr que tu achètes un produit qui te sert à déplacer, mais tu achètes aussi une histoire, une image, un petit morceau de pan de l'histoire de l'automobile. Quand tu achètes une Peugeot, une Renault ou une Citroën, t'achètes un petit morceau de France. T'achètes une voiture de la même marque d'une voiture dans laquelle t'as grandi. T'achètes des souvenirs, du lien social, tu achètes de la culture bagnole. Et peut-être que les voitures chinoises vont encore plus s'implanter, peut-être que les voitures chinoises vont prendre encore plus de parts de marché, mais à mon sens, et j'en suis certain, il y a de la place pour tout le monde. J'en suis sûr, c'est comme sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plein de gens qui font du contenu bagnole et il y a à manger pour tout le monde. Bien sûr qu'il faut mesurer l'arrivée de la voiture chinoise sur le marché français, évidemment, il faut absolument pas le négliger, mais à mon sens, c'est quelque chose de positif. Ça va ramener de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la bagnole, de nouveaux concurrents et surtout, à mon sens, ça ne bouffera pas la place des autres. Et ça sera, à mon sens, une façon de plus de voir l'automobile, une culture qui s'agrandit. Alors attention, j'ai pas dit que j'achèterais, hein. Non, oula, alors déjà tout ce qui est voiture récente, j'en ai strictement rien à foutre. Sauf la Twizy, ça j'achète. Et la copie de la C1, et le multiplat chinois en vrai. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que maintenant vous saurez un peu plus que quand vous croisez une MG dans la rue, vous croisez en fait l'une des voitures les plus vendues au monde, et que les Peugeot qui terminent en 8, c'est à cause de la Chine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que comme moi, vous serez super curieux de voir qu'est-ce qui nous attend par la suite. Pensez à vous abonner, le commentaire, le petit pouce, et on se retrouve jeudi prochain, 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous! Ben, je vous prendrai une part de gâteau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. M'en bats les couilles, en fait. M'en bats les couilles.